Je suis resté assis sur cette chaise pliante pendant 42 minutes avant que quelqu'un ne m'adresse la parole, à fixer les veines du bois sur la table, en aggloméré pendant que mon épaule me lançait à l'intérieur de l'écharpe qu'on m'avait donnée à l'hôpital Saint-Joseph de Lexington. Le superviseur régional du Forest Service n'arrêtait pas d'ajuster sa cravate, et la femme des RH n'avait pas levé les yeux de son bloc-notes depuis que j'étais entré. Quand ils m'ont enfin demandé d'expliquer ce qui s'était passé durant ma patrouille du 7 novembre, je leur ai raconté exactement ce que je suis en train de vous raconter, et j'ai vu leur visage faire la même chose que tous les visages font quand vous prononcez le mot Sasquatch à voix haute dans un bâtiment gouvernemental. Le superviseur s'est raclé la gorge et m'a demandé si j'avais envisagé de prendre un congé personnel, peut-être de parler à quelqu'un, et c'est là que j'ai su que cette version n'apparaîtrait jamais dans un rapport officiel. Mon camion a toujours la bosse sur la portière côté conducteur, là où ma tête a heurté le métal. Une constellation d'éraflures en forme d'empreinte de main dans la peinture que le carrossier a photographié 3 fois avant de me demander ce qui diable pouvait laisser des marques pareilles. Je lui ai dit que je ne savais pas. J'ai dit à l'expert, en assurance, que je ne savais pas. J'ai dit à la journaliste du Lexington Herald Leader que je ne savais pas, et 2 semaines plus tard, elle m'a envoyé un email type disant qu'il ne publierait pas l'article. 6 mois après ça, un homme qui tient un blog sur les cryptides depuis sa cave dans l'Ohio m'a appelé à 2 heures du matin pour me demander si j'étais prêt à faire une déclaration officielle. J'ai dit oui. Je dis oui maintenant. Parce que quoi que ce soit qui m'ait suivi sur Chimney Top Road cet après-midi-là, quoi que ce soit qui ait longé ma route à travers les fourrés de rhododendrons sur 5 km, quoi que ce soit qui m'ait attendu dans l'ombre de mon propre véhicule et ait projeté mon épaule à travers la portière de mon camion, comme si je ne pesais rien, c'est toujours là-bas. Et la seule chose pire que les gens qui vous croient fous, c'est de savoir que quelque chose d'aussi dangereux existe et de regarder tout le monde faire semblant que ce n'est pas le cas. Tout a commencé 5 jours plus tôt, un mardi matin, qui ressemblait à tous les autres mardis que j'avais travaillés au cours des 8 années écoulées depuis ma mutation au district des Rangers de Stanton. Je me suis garé sur le parking en gravier du centre d'accueil de Glady Creek à 6h45, le soleil commençant à peine à dissiper le brouillard qui s'installe dans la gorge à cette période de l'année, et je me suis connecté à la radio de service pour pointer avec la régulation. La voix de Marcy est arrivée avec son efficacité habituelle, confirmant mon itinéraire de patrouille pour la journée. La boucle nord qui vous emmène au-delà d'Oxie Ridge et redescend par le réseau de sentiers de double arche avant de revenir par Tunnel Ridge Road. Contrôle d'entretien standard, évaluation de l'état des sentiers, contact de routine avec les visiteurs. J'avais un thermos de café, un sandwich à la dinde de la station-service de Stanton, ma radio Motorola de service, ma montre GPS Garmin personnelle et mon téléphone entièrement chargé avec la batterie externe accrochée à ma ceinture. Les prévisions météo annonçaient un ciel dégagé et 14 degrés, des conditions de randonnée parfaites pour un début de novembre, et je me souviens avoir pensé que ce serait une journée tranquille. Je portais mon uniforme du Forest Service, le pantalon vert et la chemise kaki avec l'insigne de rangée sur la poche gauche, mon nom brodé sur le côté droit, et j'avais mon sac à dos de service avec la trousse de premier secours, le système de filtration d'eau, le sac de bivouac d'urgence, le sifflet, la boussole et la carte plastifiée du district que j'avais annotée au fil des ans. La première chose que j'ai remarquée, c'est le silence. Pas le genre de silence paisible qu'on trouve dans les bois par une journée calme, mais le mauvais genre de silence. Celui où l'on se rend compte qu'on n'a pas entendu un chant d'oiseau depuis 20 minutes et que les écureuils ne bougent pas dans la canopée. J'étais à environ 3 km sur le sentier d'Oxie Ridge, à une altitude d'environ 360 mètres, et la forêt semblait retenir son souffle. Je me suis arrêté pour regarder ma montre. 7h53,
et c'est là que j'ai vu l'empreinte. Elle était dans une parcelle d'argile humide juste à côté du sentier, là où le ruissellement des pluies récentes avait laissé le sol meuble, et l'empreinte était énorme. J'ai vu des traces d'ours noirs. J'ai vu des empreintes de toutes les espèces qui vivent dans ces montagnes. Et ce n'était ni un ours, ni un humain, ni quoi que ce soit que je puisse identifier. L'empreinte du talon était profonde, suggérant un poids considérable, et la foulée visible dans les 2 empreintes partielles suivantes indiquait un déplacement bipède. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai photographié sous 3 angles, en prenant soin d'inclure ma botte à côté pour l'échelle. L'empreinte mesurait environ 40 cm de long, 5 orteils étaient clairement visibles, et la profondeur suggérait quelque chose qui devait peser au moins 180 kg. J'ai essayé de me dire que c'était une déformation, un ours avec des pattes abîmées, mais la configuration des orteils était mauvaise, trop humaine, et la longueur de la foulée entre les empreintes était de près d'1,50 m. J'ai immédiatement téléchargé les photos sur le stockage cloud de mon téléphone, une chose que j'avais appris à faire après avoir laissé tomber un appareil photo dans la Rockcastle River 3 ans plus tôt et perdu 2 mois de documentation. Puis j'ai continué sur le sentier, en me disant que j'en parlerais dans mon rapport d'incident, mais en sachant, au moment même où je le pensais, que je ne le ferais probablement pas. Il y a une culture, au sein du Forest Service, une règle tacite sur ce que l'on signale et ce que l'on garde pour soi. Et les signes inhabituels de faune qui ne peuvent être facilement expliqués ont tendance à tomber dans la 2e catégorie. J'avais entendu les histoires, celles que les rangers se racontent tard le soir après quelques bières, sur des vocalisations dans la Clifty Wilderness qui ne correspondaient à aucun animal connu, sur des chasseurs expérimentés qui refusaient d'entrer dans certains ravins après la tombée de la nuit, sur des pièges photographiques qui capturaient des ombres passant dans le cadre avec des proportions insensées. Mais c'étaient des histoires, des distractions de feu de camp, pas le genre de choses que l'on met dans un document gouvernemental officiel avec son nom dessus. L'odeur m'a frappé vers 9h30, juste après la crête où le sentier descend vers le parking de Double Arche. C'était une puanteur épaisse et organique, quelque chose entre le chien mouillé et la végétation en décomposition, avec une note de fond musquée qui me faisait pleurer les yeux. Je me suis arrêté et j'ai scruté les bois, à la recherche d'une carcasse. Peut-être un cerf mort récemment et en décomposition dans les sous-bois. Mais je ne voyais rien, et l'odeur se déplaçait, devenant plus forte, puis s'estompant comme si la source était mobile, restant juste hors de vue. J'ai pris ma radio et j'ai appelé Marcy, en utilisant notre code standard pour l'activité de la faune, et elle a accusé réception, mais n'a pas semblé inquiète. Les ours étaient courants dans la gorge, surtout à cette période de l'année où ils prenaient du poids avant la saison d'hibernation. Je me suis dit que c'était ce que je sentais, qu'un ours cherchait de la nourriture à proximité et que je devais juste faire du bruit et lui laisser de l'espace. J'ai frappé dans mes mains, j'ai crié « Hé, l'ours !» 3 fois, et j'ai continué sur le sentier, mais l'odeur m'a suivi sur encore 400 mètres avant de finalement se dissiper. Quand je suis arrivé à Double Arche à 11h15, je m'étais convaincu que j'étais paranoïaque. Les formations d'arches étaient spectaculaires comme toujours, 2 immenses arches de grès s'élevant du sol de la forêt, et il y avait 3 familles qui prenaient des photos, des enfants qui couraient partout, une activité touristique normale. J'ai discuté avec eux de l'état des sentiers, je leur ai rappelé de remporter tous leurs déchets, et j'ai vérifié que tout le monde avait assez d'eau pour sa randonnée. Un des pères m'a demandé si j'avais vu des ours, disant que son fils était excité par cette possibilité, et j'ai failli lui parler des empreintes et de l'odeur. À la place, j'ai dit que les ours étaient actifs, mais qu'ils évitaient généralement les gens. Je leur ai fait le discours de sécurité standard.
sur le fait de faire du bruit et de stocker correctement la nourriture, et je les ai regardés descendre vers le parking. Après leur départ, je me suis assis sur un des rochers près de l'arche et j'ai mangé mon sandwich, en essayant de profiter de la vue. Mais je ne cessais de balayer la lisière de la forêt du regard, à l'affût d'un mouvement, à l'écoute de sons qui n'avaient rien à faire là. Le cognement contre du bois est survenu à 13h47, un craquement sec qui a résonné dans le canyon, comme si quelqu'un avait frappé un tronc d'arbre avec une batte de baseball. Je marchais seul sur le sentier de Tunnel Ridge, un chemin moins fréquenté qui serpente à travers une forêt dense à environ 5 km de la route la plus proche, et le son m'a arrêté net. J'ai entendu des arbres tomber, j'ai entendu des branches se casser sous le vent ou la glace, mais c'était différent, trop délibéré, trop rythmé. Il est revenu 10 secondes plus tard, un autre craquement, puis un troisième, chacun espacé exactement de la même manière. J'ai sorti ma radio et j'ai essayé de joindre Marcy, mais j'étais dans une zone sans réseau, trop profondément dans le canyon pour que le répéteur de Pine Ridge capte mon signal. Mon téléphone n'affichait aucun service, une barre clignotait par intermittence, pas assez pour passer un appel. Je suis resté là à écouter, comptant mes respirations, essayant de me souvenir de la formation sur la gestion de la faune qui couvrait les comportements animaux inhabituels. Certains chercheurs avançaient que divers animaux utilisaient la percussion pour communiquer, que le phénomène de cognement contre le bois pourrait être lié à des démonstrations territoriales, mais personne n'avait de preuve définitive de l'espèce responsable. Le cognement suivant était plus proche, peut-être à 50 mètres en amont de ma position. Et cette fois, j'ai entendu un mouvement le suivre, quelque chose de grand se frayant un chemin dans les sous-bois. Je ne pouvais pas le voir à travers le fourré de rhododendrons qui dominait cette section de la forêt, les feuilles persistantes créant un mur de verdure qui bloquait la vue au-delà d'environ 5 mètres. J'ai recommencé à marcher en gardant un rythme régulier, sans courir, parce que courir déclenche un comportement de poursuite chez les prédateurs. Et quoi que ce soit là-dehors, était assez grand pour que je ne veuille pas découvrir ce qu'il ferait si je courais. Le sentier descendait vers un passage de ruisseau, et je me concentrais sur le fait d'atteindre l'eau, d'atteindre un terrain découvert, où je pourrais voir, quand j'ai entendu une respiration. Des inspirations profondes et lourdes, le genre de respiration qui vient de quelque chose, avec une capacité pulmonaire bien au-delà de celle d'un humain, et elle venait de juste derrière moi, peut-être à 6 mètres, restant juste hors de vue dans la végétation. Je me suis retourné et j'ai crié « Allô ?» Ma voix semblait faible dans la forêt, absorbée par les feuilles et la terre humide. Aucune réponse. La respiration s'est arrêtée. J'ai attendu, la main posée sur la bombe de spray anti-ours attachée à ma ceinture, le clip de sécurité déjà détaché. Pendant 30 secondes, la forêt a été de nouveau silencieuse. Ce même mauvais silence de tout à l'heure. Puis quelque chose a bougé dans le rhododendron. Pas en se fracassant, pas en faisant le bruit continu qu'un cerf ou un ours ferait, mais un seul mouvement délibéré, un transfert de poids, comme si la chose qui était là avait fait un pas, puis s'était figée. Je pouvais voir les feuilles bouger, une perturbation à environ 2 mètres du sol, ce qui était trop haut pour un ours à 4 pattes, mais trop bas pour un humain debout dans cette position. La forme était également mauvaise, trop large au niveau de ce que je supposais être les épaules, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir une fourrure sombre, presque noire, emmêlée et épaisse, avant qu'elle ne se retire plus profondément dans la végétation. J'ai reculé lentement, en gardant les yeux sur le fourré de rhododendron, et quand j'ai atteint le passage du ruisseau, je me suis enfin retourné et j'ai traversé rapidement les pierres de gué, sans me soucier que mes bottes soient mouillées, ayant juste besoin de mettre l'eau entre moi et ceux qui m'observaient. De l'autre côté, j'ai grimpé 5 mètres sur la rive et j'ai regardé en arrière, et c'est là que je l'ai vu clairement. Il se tenait à la lisière du rhododendron, partiellement masqué par un grand chêne
Mais je pouvais voir le torse, la poitrine massive, les bras qui pendaient plus bas que là où les genoux devraient être sur un corps humain proportionné. Sa taille était stupéfiante, au moins 2,40 m, peut-être plus, et il se tenait simplement là, immobile, à me regarder. J'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblant si fort que j'ai failli le laisser tomber. Et le temps que j'ouvre l'application appareil photo et que je lève le téléphone pour prendre une photo, la silhouette avait reculé dans la végétation, disparu, comme si elle n'avait jamais été là. J'ai couru. Je n'en suis pas fier, mais j'ai couru, en suivant le sentier de Tunnel Ridge vers la route d'accès à 5 km de là. Mon sac à dos rebondissant contre mon dos, la radio cognant contre ma hanche. J'attendais des bruits de poursuite, le fracas de quelque chose de massif me pourchassant à travers la forêt. Mais il n'y avait rien. Juste ma propre respiration, mes bottes frappant le sentier et le sang qui battait dans mes oreilles. Quand j'ai enfin atteint le parking en gravier où j'avais laissé mon camion, il était 15h28 et le soleil commençait déjà à descendre vers la crête ouest. Mon camion était le seul véhicule là, un Ford F-150 blanc avec le logo du Forest Service sur la portière. Et je n'avais jamais été aussi heureux de le voir. Je suis monté, j'ai verrouillé les portes et je suis resté assis là pendant 10 minutes à essayer de me calmer, me disant que j'avais surréagi, que c'était probablement un ours et que mon esprit avait comblé les vides avec une imagination alimentée par les empreintes, l'odeur et les cognements contre le bois. Mais quand j'ai regardé mon téléphone, quand j'ai fait défiler les photos que j'avais prises, l'image du passage du ruisseau m'a noué l'estomac. La photo était principalement floue à cause de mes mains tremblantes, mais dans le coin supérieur gauche, partiellement caché derrière le chêne, on pouvait voir quelque chose. Une masse sombre, trop grande, aux proportions incorrectes. J'ai zoomé jusqu'à ce que les pixels se décomposent, et même dégradés comme ça, même en sachant que l'image ne résisterait jamais à une analyse sérieuse, je pouvais voir le contour d'un visage. Plat, large, avec ce qui aurait pu être des yeux captant la lumière filtrée du soleil. J'ai sauvegardé l'image sur 3 services de cloud différents. Je me la suis envoyée par email. Puis je suis retourné au centre d'accueil de Glady Creek pour remplir mon rapport quotidien. Je n'ai pas mentionné la rencontre. J'ai écrit sur l'état des sentiers, les contacts avec les visiteurs, les observations d'entretien de routine. J'ai joint la photo de l'empreinte de ce matin avec une note sur une possible activité d'ours. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, et quand je l'ai fait, j'ai rêvé d'une respiration dans le noir, d'être observé depuis des lisières de forêt que je ne pouvais pas voir. Le lendemain, la régulation m'a assigné au travail de bureau, à traiter les permis et à répondre aux appels téléphoniques des touristes qui posaient des questions sur les fermetures de sentiers et la disponibilité des campings. Ça aurait dû être un soulagement, une chance de chasser de mon esprit la journée précédente. Mais au lieu de ça, j'ai passé 8 heures à rejouer chaque moment, à analyser chaque détail, à essayer de me convaincre que j'avais mal identifié quelque chose d'ordinaire. Marcy a remarqué que j'étais distrait, m'a demandé si je me sentais bien, et je lui ai dit que je luttais contre un rhume, que j'étais juste un peu à plat. Elle m'a suggéré de lever le pied pour le reste de la semaine, de faire peut-être un peu de travail de bureau, de laisser les nouveaux Rangers s'occuper des patrouilles dans l'arrière-pays. J'aurais dû dire oui. Au lieu de ça, je me suis porté volontaire pour couvrir un itinéraire qui était prévu pour Kenny, l'un des Rangers saisonniers qui s'était déclaré malade. L'itinéraire était une section nord que je ne patrouillais pas habituellement, passant par Chimney Top Rock et descendant par le réseau de routes forestières qui relie la Red River Gorge Geological Area. C'était isolé, à des kilomètres de la maison la plus proche. Et je me suis dit que j'y allais pour me prouver que je n'avais pas peur, pour me démontrer que je pouvais encore faire mon travail sans sursauter au moindre bruit dans les bois.
J'ai quitté le centre d'accueil à 6h30 du matin jeudi, le ciel encore gris de la lumière d'avant l'aube, et j'ai conduit mon camion sur Chimney Top Road, une piste de gravier sinueuse qui grimpe de 420 mètres sur 6 km. La forêt était dense des deux côtés, ruches et pins se mêlant aux feuillus qui dominaient les altitudes plus basses, et j'ai dû utiliser mon 4x4 pour gérer certaines des sections les plus raides où les pluies récentes avaient emporté des parties de la chaussée. Ma mission était de vérifier 3 points d'accès au sentier le long de cette route, de m'assurer que les panneaux d'affichage contenaient des informations à jour, de vérifier que des campeurs illégaux ne s'étaient pas installés dans les zones de camping dispersées et de documenter tout problème d'entretien nécessitant une attention. Travail standard, patrouille de routine, rien qui n'aurait dû faire grimper mon rythme cardiaque en flèche chaque fois que je sortais du camion. Mais c'est ce qui s'est passé. Le premier point d'accès au sentier était à Chimney Top Rock, un belvédère populaire qui offre une vue sur tout le système de gorge s'étendant vers le sud. Je me suis garé sur le petit parking et j'ai marché sur le sentier secondaire de 400 mètres jusqu'au belvédère, vérifiant les détritus, les graffitis, l'érosion du sentier. Tout était normal. Quelques empreintes de pas dans la terre humide, toutes humaines, toutes assez récentes, pour avoir probablement été faites hier ou avant-hier. Je me suis tenu au bord de l'affleurement rocheux et j'ai regardé la canopée de la forêt en contrebas, les feuilles virant au brun et à l'or sous la lumière de novembre, et pendant un instant, j'ai ressenti la paix qui m'avait attiré vers ce métier. Puis, j'ai entendu le cri. Ça a commencé bas, presque subsonique, une vibration que j'ai sentie dans ma poitrine avant de l'entendre avec mes oreilles. Puis la hauteur a augmenté pour devenir quelque chose entre un hurlement et un cri, fluctuant et complexe. Certainement pas un coyote, pas un lynx, pas un animal que j'avais rencontré en 8 ans de travail en pleine nature. Ça venait du nord-est, peut-être à 1 kilomètre, se répercutant sur les parois rocheuses, ce qui le rendait impossible à localiser exactement. J'ai sorti ma radio et j'ai eu Marcy du premier coup, l'altitude me donnant une ligne de vue claire vers le répéteur. Je lui ai demandé si d'autres rangers travaillaient dans la région de Chimney Top, si quelqu'un faisait des exercices ou des études de prédateurs. Elle a vérifié l'horaire et est revenue avec une réponse négative, disant que j'étais le seul affecté à ce secteur. J'ai décrit le cri que j'avais entendu et il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde. Elle a suggéré que ce pourrait être des chasseurs utilisant des appâts, essayant peut-être d'attirer des coyotes ou des renards, ou que ce pourrait être des adolescents s'amusant avec du matériel d'enregistrement. Les deux explications étaient plausibles, et je voulais les croire, mais le cri avait été trop fort, trop brut, pas le genre de son que l'on obtiendrait d'un haut-parleur portable ou d'un appât commercial. Je l'ai remercié, et j'ai terminé la communication. Puis je suis resté là à écouter pendant encore 10 minutes. Mais la forêt était redevenue silencieuse. Pas d'oiseaux, pas d'écureuils, rien. Je suis retourné à mon camion et j'ai continué sur Chimney Top Road jusqu'au deuxième point d'accès, un début de sentier qui se connecte à un réseau de chemins non balisés, utilisé principalement par des randonneurs expérimentés et des chasseurs locaux qui connaissent la Gicofort région. Le panneau d'affichage ici était endommagé, l'un des poteaux pourris à la base, et j'ai passé 20 minutes à le remplacer par un de rechange de la benne du camion, en vérifiant que toutes les cartes et fiches d'information étaient à jour et protégées des intempéries. Pendant que je travaillais, je jetais constamment des regards à la lisière de la forêt, à l'affût d'un mouvement, à l'écoute de bruit. Le silence était oppressant, épais, et je me suis rendu compte que je retenais ma respiration sans le vouloir, la relâchant par petites goulées toutes les 30 secondes. Quand j'ai fini avec le panneau d'affichage, j'ai parcouru les 100 premiers mètres du sentier pour vérifier la présence d'arbres tombés ou de ravinements,
Et c'est là que j'ai trouvé la deuxième empreinte. Celle-ci était dans un sol plus meuble que la première, une dépression boueuse près d'un ruisseau saisonnier, et elle était encore plus nette. 40 cm, 5 orteils distincts, un appui de talon profond. Je l'ai photographié. J'ai marqué l'emplacement sur mon GPS et j'ai essayé de me convaincre que 2 empreintes en 2 jours ne signifiaient rien, que ce pourrait être le même animal se déplaçant sur son territoire, que je n'étais pas suivi. L'odeur est revenue au 3e point d'accès, celui le plus en amont de Chimney Top Road, avant que la piste ne devienne impraticable, même pour les véhicules à 4 roues motrices. Cette fois, c'était écrasant, si fort que j'ai eu un haut-le-cœur, et s'était concentré près de mon camion. Je me suis approché lentement, spray anti-ours à la main, inspectant sous le véhicule et autour du périmètre. Il n'y avait aucune source visible, pas de carcasse, pas d'excréments, rien pour expliquer la puanteur. Mais la portière côté conducteur, que je savais avoir verrouillée, était légèrement entr'ouverte. La poignée était intacte, le mécanisme de verrouillage ne montrait aucun signe d'effraction, mais la porte était définitivement ouverte d'environ 5 cm. Je l'ai ouverte plus largement et j'ai vérifié l'intérieur. Rien ne manquait, rien n'avait été déplacé, mais l'odeur à l'intérieur était encore plus forte, comme si quelque chose s'était assis dans mon camion, imprégnant la sellerie de ce musc. J'ai vérifié chaque surface, cherché des traces sur les tapis de sol, essayé de trouver la moindre preuve physique d'intrusion, mais il n'y avait rien, sauf l'odeur et le fait impossible de la porte déverrouillée. Je suis monté, j'ai démarré le moteur, et j'ai commencé à redescendre Chimney Top Road, en me disant que je ferais un rapport sur une possible effraction de véhicule, que je ferais vérifier le camion par le garage du service à Stanton. La route descend en une série de lacets, serpentant à travers une forêt dense où la canopée se referme au-dessus de la tête et crée un effet de tunnel. Et je la prenais lentement, à l'affût des ravinements et du gravier meuble. C'est alors que je l'ai vu dans mon rétroviseur latéral, se maintenant à la même allure que mon camion à une 50aine de mètres derrière, se déplaçant à travers les arbres parallèlement à la route. Une forme sombre, massive, se déplaçant d'une démarche dégingandée qui couvrait le terrain plus vite que ce qui semblait possible. J'ai accéléré, pas encore en panique, mais définitivement mal à l'aise, et la forme a accéléré aussi. Je suis arrivé dans un virage serré et j'ai dû ralentir. La route étant trop étroite et le précipice trop abrupt pour risquer d'aller plus vite. Et quand j'ai vérifié le rétroviseur à nouveau, la forme était plus proche, peut-être à 30 mètres, et je pouvais voir le balancement des bras, la façon dont elle avançait à grandes enjambées qui semblaient à peine toucher le sol. Un rocher a heurté mon pare-brise au lacet suivant, une pierre de la taille d'une balle de baseball qui est sortie de la forêt sur ma gauche et a frappé le verre assez fort pour laisser une fissure en étoile. J'ai tressailli, j'ai failli perdre le contrôle du camion et j'ai dû freiner pour éviter de glisser dans le fossé. Un autre rocher a heurté la portière passager, puis un troisième a rebondi sur le toit avec un fracas métallique qui m'a fait siffler les oreilles. J'étais maintenant bombardé des 2 côtés, des pierres volant hors de la forêt dans une volée coordonnée qui ne pouvait pas être naturelle, ne pouvait pas être aléatoire. J'ai écrasé l'accélérateur et le camion a dérapé sur le gravier, l'arrière glissant vers le précipice, et pendant un terrible instant, j'ai cru que j'allais y passer. Puis les pneus ont accroché et j'ai bondi en avant, les rochers frappant toujours le véhicule, le pare-brise se fissurant à nouveau, le rétroviseur passager se brisant en fragments de plastique. L'attaque s'est arrêtée aussi soudainement qu'elle avait commencé, et je suis sorti de la section de forêt dense, descendant dans une zone plus ouverte, où les arbres étaient plus espacés, et où je pouvais voir à une centaine de mètres dans toutes les directions. J'ai vérifié mes rétroviseurs de manière obsessionnelle, cherchant la forme, mais je ne voyais plus rien me suivre.
Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le volant. Et je me suis rendu compte que j'étais en hyperventilation. Des points noirs dansaient à la lisière de mon champ de vision. Je me suis forcé à ralentir, à respirer, à me concentrer sur la mécanique de la conduite. Le temps que j'atteigne l'intersection avec Tunnel Ridge Road et que je tourne en direction du centre d'accueil. Il était 16h15 et le soleil tombait rapidement derrière les crêtes ouest. J'ai continué à vérifier les rétroviseurs tout le long du retour, m'attendant à revoir la forme sombre, mais la route derrière moi est restée vide. Au centre d'accueil, je suis resté assis dans mon camion pendant 15 minutes avant de pouvoir me décider à entrer. Quand je l'ai finalement fait, Marcy m'a jeté un regard et m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit que j'avais eu un accident de voiture, que j'avais heurté une route en mauvais état et que j'avais subi des dommages dus à des débris volants. Elle voulait remplir un rapport d'incident, commencer les démarches pour l'assurance, mais j'ai dit que je m'en occuperais demain, que j'avais juste besoin de rentrer chez moi et de me reposer. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais elle n'a pas insisté. J'ai pointé ma sortie à 16h43, je suis rentré à mon appartement à Stanton et j'ai passé la nuit assis dans mon salon avec toutes les lumières allumées à faire des recherches sur mon ordinateur portable sur les observations de Bigfoot dans la Daniel Boone National Forest. Il y en avait des dizaines, remontant à des décennies. Un travailleur forestier en 1987 a rapporté avoir été pourchassé le long de cette même section de Chimney Top Road. Un chasseur en 2003 a décrit avoir trouvé des empreintes massives près du même début de sentier que j'avais visité ce matin-là. Une famille campant près de Glady Creek en 2011 a dit avoir entendu des vocalisations qui les ont fait plier bagages au milieu de la nuit et partir. Aucun des rapports n'avait fait l'objet d'une enquête officielle. La plupart avaient été rejetés comme des erreurs d'identification ou des canulars. Je n'ai pas dormi de la nuit de jeudi et je me suis déclaré malade vendredi matin, disant à la régulation que j'avais une gastro et que j'avais besoin de la journée pour récupérer. Marcy a dit qu'elle comprenait, m'a dit de me rétablir, et j'ai passé la journée dans mon appartement à boire du café et à fixer le pare-brise fissuré de mon camion sur le parking, essayant de décider quoi faire. Je pouvais demander une mutation dans un autre district de Rangers, peut-être quelque part dans l'ouest où les forêts étaient plus sèches et plus ouvertes, où l'on pouvait voir les menaces arriver de loin. Je pouvais démissionner complètement. Trouver un travail qui n'exigeait pas de passer des jours seul dans une nature sauvage et isolée. Ou je pouvais y retourner, terminer ma rotation de patrouille, me prouver que je n'allais pas laisser la peur détruire une carrière que j'avais mis 8 ans à construire. Le vendredi soir, j'avais pris ma décision. J'y retournerai. Je ferai une patrouille de plus et je porterai mon arme à feu personnelle, un Glock 19 que je gardais dans la console de mon camion, quelque chose que je n'avais jamais ressenti le besoin de porter auparavant, mais qui me semblait maintenant un équipement essentiel. Samedi matin, j'étais de retour au centre d'accueil à 6h30, signant pour l'itinéraire de patrouille qui m'emmènerait à nouveau dans la section nord, cette fois en l'abordant sous un angle différent. Le plan était d'accéder à Chimney Top Road par l'est, en utilisant une route de service forestier qui se connectait au réseau de sentiers principal près de Parched Corn Creek, puis de progresser vers l'ouest en direction de la zone où j'avais été suivi 2 jours auparavant. Marcy m'a demandé si je me sentais mieux, et j'ai dit oui, en mentant avec aisance. Et elle m'a rappelé de pointer à midi et à 15h comme toujours. Je l'ai assuré que je le ferais. J'ai chargé mon sac à dos avec des provisions supplémentaires, plus d'eau que je n'en aurais normalement transporté, des piles supplémentaires pour ma lampe frontale, la trousse de premier secours complétée par un garrot de combat et de la gaz Quick Clot que j'avais commandé en ligne vendredi soir. Le Glock est allé dans un étui de ceinture sous ma chemise d'uniforme. 15 cartouches dans le chargeur, une dans la chambre, sécurité enclenchée. Je me sentais ridicule de le porter, comme si je me préparais au combat au lieu d'une patrouille de routine. Mais je me sentais aussi plus en sécurité que je ne l'avais été depuis des jours.
Le trajet jusqu'au point d'accès est à durée 40 minutes, serpentant à travers de petites communautés aux noms comme Zakaria et Baldrock, passant devant des mobile homes et de petites fermes où les gens me saluaient de la main depuis leurs porches à mon passage. La route de service forestier était en assez bon état, récemment nivelée, et j'ai avancé rapidement jusqu'au début du sentier près de Parched Corn Creek. J'ai garé mon camion, j'ai fait un contrôle radio avec la régulation, et j'ai commencé à marcher vers l'ouest à 7h50 du matin. Le plan était de couvrir environ 10 km de sentier, de vérifier les conditions, de documenter les besoins d'entretien et de revenir à mon camion en début d'après-midi. Le temps était parfait, ciel dégagé, température d'environ 13 degrés, vent léger. Ça aurait dû être une belle journée dans les bois. Au lieu de ça, chaque bruit me faisait sursauter. Chaque ombre recelait une menace potentielle. Et je me surprenais à toucher la crosse du Glock toutes les quelques minutes, me rassurant de sa présence. Les 5 premiers kilomètres se sont déroulés sans incident. J'ai vu des traces de cerf, des grattages de dindons, les signes normaux d'activité de la faune que l'on s'attend à voir dans une forêt saine. J'ai vérifié 2 ruisseaux affluents pour la qualité de l'eau. J'ai pris des photos de l'érosion d'un sentier qui nécessiterait une attention avant l'hiver. Et j'ai pris des notes sur mon GPS à propos d'un grand chêne qui était tombé en travers du chemin et qui nécessiterait une équipe avec une tronçonneuse pour le dégager. À 10h30, je me suis arrêté pour boire de l'eau et manger une barre de céréales, assis sur une bûche tombée et écoutant les bruits de la forêt. Les oiseaux étaient actifs, des mésanges et des citelles chantaient depuis la canopée, et je pouvais entendre un grand pic marteler quelque part plus profondément dans les bois. Tout semblait normal, sûr, et j'ai commencé à me détendre pour la première fois depuis des jours. C'était mon erreur. Le secouement d'arbres a commencé à 11h15, juste au moment où j'approchais d'une section de sentier qui longe une crête escarpée avec une paroi rocheuse exposée d'un côté et une forêt de pruches dense de l'autre. Un grand arbre mort, un chicot d'environ 12 mètres de haut, s'est soudainement mis à trembler violemment, le tronc entier se balançant d'avant en arrière avec une force telle que je pouvais sentir la vibration à travers le sol. Il n'y avait pas de vent. Les autres arbres autour étaient complètement immobiles, et le tremblement était trop rythmé, trop délibéré pour être naturel. J'ai arrêté de marcher et j'ai fixé l'arbre, le regardant se balancer, puis il s'est arrêté. Simplement arrêté, instantanément, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. J'ai sorti mon téléphone pour le filmer, espérant le surprendre si le tremblement reprenait. Et c'est là que j'ai remarqué que ma batterie était à 12%. Je l'avais complètement chargée avant de partir de chez moi. Je l'avais à peine utilisée de toute la matinée, et il n'y avait aucune raison pour qu'elle soit si basse. J'avais la batterie externe, donc je n'étais pas encore trop inquiet. Mais c'était étrange. Juste une chose de plus qui n'avait pas de sens. J'ai entendu les bruits de pas 5 minutes plus tard. Des impacts lourds venant de la forêt de pruches sur ma gauche, parallèlement à ma position sur le sentier. Ils n'essayaient pas d'être silencieux. Chaque pas était délibéré, bruyant, le son de quelque chose de massif se déplaçant à travers le sous-bois sans se soucier de la discrétion. J'ai arrêté de marcher et les bruits de pas se sont arrêtés. J'ai recommencé à marcher et ils ont repris, s'adaptant exactement à mon rythme, restant à une 40aine de mètres dans la forêt où la végétation était trop épaisse pour voir à travers. J'ai accéléré le pas, passant de la marche au jogging, et les bruits de pas ont accéléré aussi, maintenant légèrement devant moi, coupant l'angle, se dirigeant vers le sentier. Je me suis de nouveau arrêté et j'ai sorti le Glock, le tenant bas contre ma jambe. Sécurité enlevée maintenant, le doigt hors du pontet comme on me l'avait appris. Ma radio était accrochée à ma ceinture et je l'ai saisie de ma main gauche. J'ai appuyé sur le micro
et j'ai appelé Marcy. Des parasites. Rien que des parasites. J'étais dans une section de sentier qui aurait dû avoir une bonne couverture radio, une altitude assez élevée avec une ligne de vue claire, sur plusieurs répéteurs, mais tout ce que j'ai obtenu, c'est un sifflement et des fragments occasionnels de mots qui auraient pu provenir d'un autre canal en interférence. J'ai essayé mon téléphone, mais la batterie était maintenant à 6% et n'affichait aucun signal, bien que je sois dans une zone où j'avais eu 3 bars plus tôt dans la semaine. La batterie externe aurait dû aider, alors je l'ai sortie de mon sac et j'ai branché le téléphone. Mais l'indicateur de charge ne s'est pas allumé. J'ai vérifié l'affichage LED de la batterie et il indiquait une charge complète, 4 bars. Beaucoup de puissance, mais rien n'était transféré au téléphone. J'étais de fait coupé du monde. Pas de radio, pas de téléphone, à 5 km de mon camion, et seul avec quelque chose qui se déplaçait maintenant, à travers la forêt directement vers ma position. J'ai recommencé à marcher, plus vite maintenant, presque en courant, me dirigeant vers l'ouest, vers le point où ce sentier croisait Chimney Top Road, à environ 2,5 km plus loin. Les bruits de pas suivaient mon rythme. Parfois derrière moi, parfois devant, parfois si près du sentier que j'ai cru que j'allais enfin voir ce qui les produisait. Mais je ne l'ai jamais vu. Juste un mouvement dans la végétation, des branches qui bougeaient, des feuilles qui s'agitaient, et toujours cette impression de masse, de quelque chose de bien plus grand qu'un humain se frayant un chemin. L'odeur me frappait par vagues, ce même musc épais, et mes yeux pleuraient si fort que je devais les essuyer constamment pour voir clairement. Je courais maintenant, sans me soucier de l'apparence, sans me soucier du protocole, ou de la formation, ou de garder mon sang-froid, juste concentré sur le fait d'atteindre la route, d'atteindre un terrain découvert, de m'éloigner de la chose qui me chassait à travers la forêt. J'ai débouché de la lisière de la forêt sur Chimney Top Road à 11h58, les poumons en feu, les jambes tremblantes, et j'ai immédiatement tourné vers le sud, vers l'endroit où je savais que mon camion était garé à environ 5 km sur la route. Courir sur du gravier était plus facile que de courir sur un sentier, et je pouvais voir plus loin, repérer les menaces de loin. Mais cela signifiait aussi que j'étais exposé, visible depuis la forêt des deux côtés, et je me sentais comme une cible se déplaçant dans un stand de tir. J'ai gardé le Glock dans ma main droite, la radio dans ma gauche, essayant le micro tous les 100 mètres et n'obtenant que des parasites. Le soleil était maintenant directement au-dessus de ma tête, l'heure de midi, et j'aurais dû pointer avec la régulation. J'aurais dû signaler ma position et mon statut. Au lieu de cela, je dévalais une route de service forestier déserte, armé, terrifié, poursuivi par quelque chose que je ne pouvais pas identifier et que je ne pourrais peut-être pas arrêter, même avec 15 cartouches de 9 mm. Un rocher a sifflé au-dessus de ma tête et s'est écrasé sur la route, à 5 mètres devant moi, une pierre facilement de la taille d'un pamplemousse qui a frappé avec assez de force pour ébrécher le gravier et soulever de la poussière. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas ralenti. J'ai juste modifié ma trajectoire pour éviter l'endroit où il avait atterri et j'ai continué à courir. D'autres rochers sont arrivés, un barrage provenant de la forêt sur ma gauche, et j'ai zigzagué, essayant de présenter une cible mobile, me demandant si ce qui les lançait avait une visée assez bonne pour me toucher réellement ou si c'était juste de l'intimidation. Une pierre a effleuré mon épaule, pas un coup direct, mais assez proche pour me faire légèrement pivoter, et j'ai senti l'impact irradier dans mon bras, les muscles s'engourdissant momentanément. Un autre rocher a heurté mon sac à dos, l'impact si fort que j'ai trébuché en avant et j'ai failli tomber. Je me suis rattrapé, j'ai continué à avancer, et je me suis rendu compte que je criais, des cris sans parole, donnant voix à la terreur qui montait depuis 5 jours.
L'attaque a eu lieu à un passage de drainage où la route plonge pour traverser un ruisseau saisonnier. Le gravier laissant place à un substrat rocheux exposé qui était humide et glissant à cause du flux d'eau constant. J'étais concentré sur mes appuis, essayant de ne pas glisser, et je ne l'ai pas vu venir. L'impact m'a frappé sur le côté gauche, quelque chose de massif et se déplaçant rapidement qui m'a percuté comme une boule de démolition et m'a projeté à 2 mètres dans les airs. J'ai atterri lourdement sur le substrat rocheux, mon épaule droite encaissant la majeure partie de l'impact, et j'ai senti quelque chose céder à l'intérieur, une terrible sensation de grincement suivie d'une douleur si intense que j'ai failli perdre connaissance. Le Glock s'est envolé de ma main et a cliqueté sur les rochers pour s'immobiliser dans le ruisseau où le courant a immédiatement commencé à l'entraîner. J'ai essayé de me relever mais je n'y arrivais pas, mon bras droit complètement inutile, pendant à un angle incorrect que mon cerveau ne pouvait pas traiter. Il se tenait au-dessus de moi, et je pouvais enfin le voir clairement, sans végétation pour bloquer la vue, sans distance pour adoucir les détails. 2,70 m, peut-être plus, avec des épaules si larges qu'elles semblaient impossibles, des bras qui pendaient plus bas que ses genoux, et un visage à la fois humain et complètement étranger. Des yeux sombres, profondément enfoncés sous une lourde arcade sourcilière, me regardant avec une intelligence qui était en quelque sorte pire que si elle avait été purement animale. Le visage était plat, plus large que celui de n'importe quel humain, couvert de poils sombres qui semblaient rêches et emmêlés, et quand il a ouvert la bouche, j'ai pu voir des dents, grandes et jaunies, dans une structure de mâchoire qui pourrait facilement broyer des os. L'odeur était écrasante à cette distance, pas seulement du musc, mais quelque chose de plus profond, quelque chose d'organique et de malsain. Et j'ai eu un haut-le-cœur, sentant le goût de la bile. Il a émis un son, un grondement sourd, que j'ai plus senti qu'entendu. Puis, il a tendu une main massive vers moi. Les doigts étaient épais, terminés par ce qui ressemblait à des ongles, mais plus sombres et plus lourds. Et je pouvais voir que la paume était calleuse, couverte de crêtes de peau durcie. J'ai essayé de bouger, de rouler sur le côté, mais mon corps ne répondait pas, le choc et la douleur bloquant mes muscles. La main a attrapé ma veste au col et m'a soulevé, m'a littéralement soulevé complètement du sol avec un seul bras. Et je me suis retrouvé face à lui, assez près pour voir les poils individuels sur son visage, assez près pour sentir son haleine qui était chaude, fétide et malsaine. Il m'a secoué, pas violemment, mais délibérément, de la façon dont on pourrait secouer un bocal, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, il m'a jeté. J'ai heurté le sol à 4 mètres de là, atterrissant sur mon épaule blessée, et la douleur était si absolue que j'ai perdu connaissance, juste pour quelques secondes. Et quand je suis revenu à moi, je regardais le ciel, observant les nuages dériver, me demandant de manière abstraite si j'étais en train de mourir. Je pouvais l'entendre bouger, des pas lourds sur le substrat rocheux, et j'ai réussi à tourner la tête pour le voir debout au bord du ruisseau, regardant mon Glock là où il s'était immobilisé contre des rochers dans l'eau peu profonde. Il s'est penché et a ramassé l'arme, la tenant dans sa main massive, la retournant comme s'il examinait un bâton intéressant. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il pourrait essayer de l'utiliser, qu'il pourrait la pointer sur moi et appuyer sur la détente. Mais au lieu de cela, il a juste regardé l'arme pendant quelques secondes de plus, puis l'a laissé retomber dans le ruisseau. Puis il s'est retourné et est entré dans la forêt, se déplaçant avec cette même foulée dégingandée que j'avais vue auparavant, et en quelques secondes, il avait complètement disparu dans la végétation. Je suis resté allongé là pendant ce qui aurait pu être 10 minutes ou 1 heure, le temps perdant son sens, et j'ai finalement réussi à rouler sur mon côté gauche. Mon bras droit était définitivement déboîté, l'articulation de l'épaule complètement séparée,
et quand j'ai essayé de le bouger, la douleur était aveuglante. Ma radio était toujours accrochée à ma ceinture, miraculeusement intacte, et j'ai réussi à appuyer sur le micro avec ma main gauche. Des parasites au début, puis la voix de Marcy qui perçait, demandant ma position, demandant si j'allais bien. J'ai essayé de parler, mais rien n'est sorti au début, ma gorge nouée par le choc et la peur. À la deuxième tentative, j'ai réussi à croasser que j'avais besoin d'aide, que j'étais blessée sur Chimney Top Road, près du drainage de Parchetcorn Creek, et si elle pouvait envoyer quelqu'un s'il vous plaît, envoyer n'importe qui. Elle posait des questions, voulant savoir ce qui s'était passé, quel type de blessure, si je pouvais marcher, mais je ne pouvais pas formuler de réponse cohérente. Je n'arrêtais pas de répéter que j'avais besoin d'aide, que quelque chose m'avait attaqué, et finalement elle a dit qu'elle envoyait les services d'urgence, que quelqu'un arrivait, de juste rester à la radio avec elle. J'ai essayé de rester conscient, j'ai essayé de continuer à parler, mais je n'arrêtais pas de dériver, la douleur et le choc m'entraînant vers l'inconscience. À un moment donné, j'ai entendu un moteur, puis des voix, puis des mains me soulevant, me plaçant sur une planche dorsale, me chargeant dans une ambulance. Quelqu'un m'a demandé ce qui m'avait attaqué et j'ai dit que je ne savais pas, que je ne pouvais pas l'identifier. Et ils ont demandé si c'était un ours, et j'ai dit peut-être. Plus facile de dire peut-être que d'essayer d'expliquer ce que j'avais réellement vu. L'hôpital de Lexington m'a gardé 2 jours, traitant l'épaule déboîtée, vérifiant les blessures internes, faisant des scanners pour s'assurer qu'il n'avait manqué aucune fracture. Le médecin qui a remis mon épaule en place m'a demandé comment je me l'étais blessé, et je lui ai dit que j'étais tombé pendant une patrouille, ce qui était techniquement vrai. Il a demandé si je m'étais cogné la tête, et j'ai dit que je ne pensais pas, et il a quand même ordonné un scanner par précaution. Tout est revenu normal. Pas de commotion, pas d'hémorragie, juste la blessure à l'épaule et de nombreuses contusions sur mes côtes et mon dos. Ils m'ont laissé sortir le lundi après-midi avec mon bras en écharpe, une ordonnance d'analgésique et des instructions pour un suivi en orthopédie dans 2 semaines. Le Forest Service m'a mis en congé administratif en attendant une enquête sur l'incident. Le superviseur régional et la représentante des RH m'ont demandé de fournir un compte-rendu détaillé de ce qui s'était passé. Et je me suis assis dans cette salle de conférence en essayant de trouver comment l'expliquer sans avoir l'air fou. Je leur ai dit que j'avais rencontré un animal inconnu en patrouille, qu'il m'avait attaqué près d'un passage de ruisseau et que j'avais subi des blessures lors de la rencontre. Ils m'ont demandé quel genre d'animal et j'ai dit que je ne pouvais pas l'identifier, que ça s'était passé trop vite, que je me concentrais sur ma survie et non sur la documentation. Ils m'ont demandé si j'avais déchargé mon arme à feu et j'ai dit non, que j'en avais perdu le contrôle pendant l'attaque et qu'elle était probablement encore sur les lieux. Ils m'ont demandé si je voulais déposer un rapport d'incident officiel et j'ai dit oui. Et j'ai passé 3 heures à écrire la version la plus édulcorée des événements que je pouvais construire, supprimant toute mention de comportement de harcèlement, toute référence à un déplacement bipède, tout détail qui pourrait leur faire penser que je n'étais pas fiable. Ils ont envoyé une équipe de récupération pour trouver mon Glock, et ils l'ont trouvé exactement où j'avais dit qu'il serait, dans le ruisseau près du passage de drainage, sur Chimney Top Road. L'arme était endommagée par l'eau, mais récupérable, et la balistique a confirmé qu'elle n'avait pas été utilisée. Ils ont également trouvé des preuves de l'attaque, du gravier remué, mon sang sur les rochers, mais pas de traces, pas d'échantillon de poils, rien qui n'indiquerait l'espèce responsable. Le rapport officiel a classé l'incident comme une rencontre avec une faune inconnue, a recommandé que je suive une formation de sécurité supplémentaire et a suggéré que je pourrais bénéficier d'un soutien psychologique pour traiter le traumatisme. J'ai accepté toutes leurs recommandations sans discuter. Je ne leur ai pas parlé des photos sur mon téléphone,
de l'image floue du passage du ruisseau quelques jours plus tôt, parce que mon téléphone était complètement mort. Quelque part pendant l'attaque, et même après l'avoir chargé à l'hôpital, la galerie de photos montrait des fichiers corrompus. Tout ce qui datait de cette semaine avait disparu. Le Lexington Herald Leader a envoyé une journaliste pour m'interviewer 2 semaines après l'incident. Elle était jeune, enthousiaste, espérant clairement une histoire dramatique sur un ranger attaqué par un ours ou peut-être un puma. Je lui ai donné la version officielle. Rencontre avec une faune inconnue, impossible d'identifier l'espèce, remis de mes blessures et impatient de retourner au travail. Elle m'a demandé si j'avais eu peur, et j'ai dit oui, n'importe qui l'aurait été. Elle a demandé si je retournerais sur le terrain, et j'ai hésité juste assez longtemps pour qu'elle le remarque. Et j'ai vu ses yeux s'aiguiser d'intérêt. Puis, j'ai dit que bien sûr, que j'y retournerais, que c'était mon travail, que ces incidents étaient rares et que je n'avais tout simplement pas eu de chance. Elle m'a remercié pour mon temps et est partie. Et 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un email pour dire que le journal avait décidé de ne pas publier l'article, qu'il n'y avait pas assez de détails concrets pour le rendre digne d'intérêt. Je l'ai remercié et j'ai supprimé l'email. 6 mois se sont écoulés. J'ai suivi la formation de sécurité. J'ai assisté à 4 séances de conseil où j'ai parlé d'anxiété générale et de stress sans mentionner les détails spécifiques qui m'auraient valu une évaluation psychiatrique, et je suis retourné au travail à un poste administratif. Ils m'ont offert des postes sur le terrain, mais j'ai refusé, disant que j'appréciais l'environnement de bureau, les horaires réguliers, la chance de travailler sur les politiques et la planification au lieu des patrouilles quotidiennes. Marcy savait que je mentais, mais elle n'a pas insisté. Elle avait vu le regard dans mes yeux quand je suis revenu de cet incident, avait entendu le ton de ma voix pendant cet appel radio où j'avais supplié qu'on m'aide, et elle a compris que quelque chose s'était brisé en moi sur Chimney Top Road. L'homme de l'Ohio m'a appelé à 2 heures du matin un mardi de mai. Il a dit qu'il s'appelait Robert et qu'il gérait un site web dédié à la documentation des rencontres avec des cryptides, en particulier les observations de Sasquatch dans la région des Appalaches. Il avait entendu parler de mon incident par des canaux qu'il n'a pas voulu préciser, et il voulait savoir si j'étais prêt à partager la véritable histoire, pas la version édulcorée que j'avais donnée au Forest Service et au journal. J'aurais dû raccrocher. J'aurais dû bloquer son numéro et me rendormir. Au lieu de cela, je suis resté en ligne, et je lui ai tout raconté. Les empreintes, l'odeur, le comportement de harcèlement, les lancers de pierres, l'attaque directe, le visage que j'avais vu quand il me tenait par ma veste. J'ai parlé pendant 90 minutes, et il a écouté sans m'interrompre. Et quand j'ai eu fini, il a demandé s'il pouvait publier mon témoignage sur son site web. J'ai dit oui. L'article a été mis en ligne 3 semaines plus tard sous le titre « Un ranger du Forest Service harcelé et attaqué par un Sasquatch dans la Daniel Boone National Forest ». Robert avait vérifié tout ce qu'il pouvait, confirmant mon emploi au Forest Service, la chronologie de ma blessure grâce à des demandes au titre du FOIA pour les rapports d'incidents, allant même jusqu'à retrouver les données météorologiques de cette semaine-là pour confirmer les conditions que j'avais décrites. La réaction a été immédiate et écrasante. En 48 heures, l'article avait été partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux, les forums de cryptozoologie, les sites web paranormaux. J'ai reçu des emails de chercheurs, d'autres témoins, de gens me traitant de menteur et de gens me traitant de courageux. Le Forest Service n'a pas officiellement réagi, mais j'ai été convoqué à une réunion avec le superviseur régional où il m'a fortement suggéré de me demander si ce genre de publicité était utile pour ma carrière ou pour la réputation de l'agence. Je travaille toujours pour le Forest Service, mais je ne suis pas retourné sur le terrain depuis ce jour de novembre. Je traite des permis, je mets à jour des cartes de sentier, je réponds au téléphone et aux emails du public. Je vis maintenant dans un appartement à Lexington,
Je ne pouvais pas rester à Stanton après tout ce qui s'est passé. Trop près de la forêt, trop de fenêtres donnant sur des lisières d'arbres. Je ne fais plus de randonnée. Je n'ai pas mis le pied sur un sentier depuis 4 ans. Parfois, je passe en voiture, devant l'entrée de la Red River Gorge Geological Area, en allant rendre visite à ma sœur à Winchester. Et je dois détourner le regard, me concentrer sur la route devant moi, car si je me laisse regarder ces crêtes, ces forêts, je commence à paniquer, à sentir que quelque chose m'observe depuis les ombres. Les cauchemars sont moins fréquents maintenant, mais ils n'ont pas cessé. Je rêve d'être soulevé, de regarder dans ses yeux et de voir une intelligence me regarder en retour, de l'odeur et du son de mes propres cris. Je rêve du moment où il a laissé tomber mon arme dans le ruisseau, du mépris désinvolte pour l'arme qui était censée me protéger, de la démonstration que je n'ai jamais été une menace réelle. Je me réveille le cœur battant, l'épaule douloureuse là où elle n'a toujours pas tout à fait guéri, et je reste assis dans mon salon avec les lumières allumées jusqu'à ce que l'aube commence à filtrer à travers les stores. Ma thérapeute dit que c'est un TSPT, que c'est normal après une rencontre traumatisante avec la faune, et je la laisse croire que ce n'était que ça. Elle n'a pas besoin de savoir que ce qui m'a attaqué n'était pas seulement la faune, n'était pas seulement un animal défendant son territoire. C'était autre chose, quelque chose qui existe dans les espaces entre ce que nous reconnaissons et ce que nous prétendons ne pas être réel. Les gens me demandent parfois si je crois au Bigfoot, si je pense que le Sasquatch est réel, et je ne sais jamais comment répondre. La croyance implique la foi, implique d'accepter quelque chose sans preuve. Et ce que j'ai, ce n'est pas de la croyance. C'est un savoir. C'est la certitude qui vient de l'expérience directe, d'avoir été chassé, attrapé et relâché par quelque chose qui a choisi de me laisser vivre. Je ne sais pas pourquoi il m'a laissé partir. Peut-être que je ne valais pas la peine d'être tué. Peut-être que c'était juste un avertissement pour les autres humains qui s'approchaient trop près du territoire dans lequel je m'étais aventuré. Peut-être qu'il était curieux des outils que je portais, du camion que je conduisais, de la radio que j'utilisais pour appeler à l'aide. Je ne le saurais jamais, et cette incertitude est presque pire que l'attaque elle-même. Le Forest Service reçoit toujours des rapports de la Daniel Boone National Forest, de la région de la Red River Gorge, des sections isolées le long de Chimney Top Road, des randonneurs qui entendent des vocalisations qu'ils ne peuvent pas expliquer, des chasseurs qui trouvent des empreintes qui ne correspondent à aucune espèce connue, des familles qui sentent quelque chose dans leur campement qui les fait plier bagages au milieu de la nuit. La plupart de ces rapports ne sont jamais officiellement documentés. Ils sont simplement classés dans des tiroirs de bureau ou rejetés lors des appels radio. Ceux qui sont rédigés sont étiquetés comme « activité de faune inconnue » et archivés sans autre enquête. Personne ne veut admettre ce qui pourrait vivre dans ces forêts. Personne ne veut reconnaître qu'il y a encore des choses que nous ne comprenons pas, que nous ne contrôlons pas, que nous ne pouvons pas expliquer avec nos guides de terrain et nos classifications scientifiques. J'ai vu quelque chose en ligne le mois dernier, la photo d'un piège photographique d'un chasseur près de Parched Corn Creek, montrant une silhouette sombre à l'arrière-plan d'une image qui était censée capturer le mouvement des cerfs. La silhouette était massive, droite, se déplaçant entre les arbres, avec une longueur de foulée qui ne pouvait pas être humaine. Le chasseur l'avait postée en demandant de l'aide pour l'identification. Et en quelques heures, le fil de discussion était rempli de commentaires, disant que c'était une souche d'arbre, une ombre, une personne en costume, tout sauf ce que c'était manifestement. Je n'ai pas commenté. J'ai juste sauvegardé l'image sur mon disque dur, l'ai ajoutée au dossier où je conserve toutes les autres preuves que j'ai recueillies au cours des 4 dernières années. Les dizaines de rapports d'observation, de photos d'empreintes et d'enregistrements audio que les gens partagent sur les forums et les sites web dédiés à prouver quelque chose que la plupart du monde
refuse de reconnaître. Mon épaule me fait encore mal quand il pleut, une douleur profonde dans l'articulation où la luxation a endommagé un cartilage qui n'a jamais complètement guéri. Les médecins disent que c'est de l'arthrite qui s'installe précocement, aggravée par le traumatisme, et ils ont suggéré des options chirurgicales qui pourraient réduire la douleur. Je ne cesse de repousser. Une partie de moi veut garder la douleur, veut le rappel physique de ce qui s'est passé, parce que la mémoire s'estompe et la terreur perd de son acuité avec le temps, et j'ai terriblement peur d'oublier, de me convaincre que ce n'était pas réel, de retourner dans ces forêts sans préparation, parce que je me suis laissé croire que ce n'était qu'un mauvais rêve. La douleur me garde honnête, me tient à l'écart des sentiers, me garde en sécurité dans mon appartement, où la seule nature sauvage que je rencontre est le petit parc de l'autre côté de la rue, où les joggeurs courent et les gens promènent leurs chiens en plein jour. J'ai reçu un email la semaine dernière d'un autre rangé, quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, qui travaille dans un autre district, me demandant si j'étais d'accord pour parler de ce qui m'était arrivé. Il a dit qu'il avait eu une rencontre aussi, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer, quelque chose qu'il avait suivi à travers une section isolée de la Jefferson National Forest et avait laissé des preuves qu'il ne pouvait pas rationaliser. Il a dit qu'il avait lu mon témoignage sur le site de Robert et que cela lui avait donné le courage d'admettre que ce qu'il avait vécu n'était pas seulement du stress, de l'imagination ou une erreur d'identification. Je n'ai pas encore répondu. Une partie de moi veut l'aider, veut partager ce que j'ai appris sur la gestion de ce genre de traumatisme, sur le fait de vivre avec un savoir qui vous isole des gens qui n'ont pas vécu ce que nous avons vécu. Mais une autre partie de moi sait que répondre signifie reconnaître une communauté de gens qui ont vu ce que j'ai vu, et cette reconnaissance le rend plus réel, plus difficile à compartimenter, impossible à rejeter, comme une anomalie singulière. Le Forest Service recrute à nouveau pour des postes sur le terrain, lançant des appels à des rangers expérimentés pour doter les districts isolés qui ont du mal à conserver leur personnel. Ils ont envoyé les offres d'emploi à mon adresse e-mail professionnelle automatiquement, dans le cadre de la liste de distribution interne sur laquelle je suis toujours, et l'un des postes vacants est pour le district des Rangers de Stanton, couvrant le même territoire que je patrouillais autrefois. Le salaire est plus élevé maintenant. Ils offrent des primes de rétention et des avantages améliorés, essayant d'attirer des gens prêts à travailler dans des conditions de pleine nature pendant des semaines. J'ai regardé l'annonce pendant 10 minutes avant de la supprimer, sachant que je ne postulerai jamais, sachant que je ne retournerai jamais dans ces forêts, peu importe combien ils m'offriraient. La personne qui prendra ce poste ne saura pas dans quoi elle met les pieds. Elle recevra le briefing standard sur les ours, la météo et la sécurité des visiteurs, mais personne ne lui parlera des empreintes, des vocalisations ou des rapports qui sont classés et oubliés. Elle l'apprendra à ses dépens, si elle n'a pas de chance, ou elle passera des années là-bas, sans incident, sans jamais savoir à quel point elle est passée près de rencontrer quelque chose qui changerait tout ce qu'elle pensait savoir sur la nature sauvage. Je laisse les lumières allumées plus que je ne le devrais, faisant grimper ma facture d'électricité. Incapable de dormir dans l'obscurité complète désormais. Je garde mon téléphone chargé, les numéros d'urgence programmés, le volume au maximum pour l'entendre si quelqu'un appelle au milieu de la nuit. Je vérifie les serrures de mes portes 2 fois avant de me coucher. Je m'assure que les fenêtres sont sécurisées. J'arrange mes meubles de manière à avoir une vue dégagée sur tous les points d'entrée de mon appartement. Ma sœur dit que je suis paranoïaque, que je dois surmonter ce qui s'est passé et me concentrer sur la reconstruction de ma vie. Mais elle n'était pas là.
Elle n'a pas vu ce que j'ai vu, n'a pas ressenti ce que c'était que d'être tenu en l'air par quelque chose qui aurait pu me tuer aussi facilement que je pourrais écraser une mouche. Elle ne comprend pas que j'ai reconstruit ma vie, que cette existence prudente que j'ai construite est la reconstruction, est la version de la normalité que je peux gérer après ce qui s'est passé sur Chimney Top Road. Parfois, tard dans la nuit, quand je ne peux pas dormir, je regarde les cartes de la Daniel Boone National Forest sur mon ordinateur, retraçant les sentiers que je patrouillais, me souvenant de ce que c'était que d'être confiant dans ces bois, de marcher à travers cette nature sauvage sans peur. Je zoome sur Chimney Top Road et je trouve le point exact où le drainage traverse, où j'ai été attaqué, et j'essaie de concilier la terreur de ce souvenir avec l'imagerie satellite paisible ne montrant que des arbres, du gravier et de l'eau. La forêt semble bénigne vue d'en haut, semble sûre, ressemble au genre d'endroit où les gens vont pour échapper au stress de la vie moderne et se reconnecter avec la nature. Mais je sais ce qui vit dans ces ombres, je sais ce qui se déplace dans cette végétation, quand les randonneurs, les touristes et les rangers ne sont pas là. Je sais que nous partageons ces forêts avec quelque chose que nous ne comprenons pas, quelque chose qui tolère notre présence la plupart du temps, mais qui nous rappelle parfois que nous ne sommes pas les super prédateurs que nous pensons être. Le tissu cicatriciel de mon épaule tire quand j'essaie d'atteindre des objets sur des étagères hautes, limitant mon amplitude de mouvement d'une manière que la kinésithérapie n'a pas pu corriger complètement. Le kiné dit que je ne retrouverai peut-être jamais une mobilité complète, que les dommages étaient trop graves, la luxation trop violente. Elle m'a appris des exercices pour maintenir la fonction que j'ai, m'a montré comment adapter mes mouvements pour minimiser la douleur. Mais il y a certains mouvements que je ne peux tout simplement plus faire. Je ne peux pas lever mon bras droit au-dessus de l'épaule sans aide. Je ne peux pas lancer d'objets avec précision ou force. Je ne peux pas faire une pompe ou une traction correcte. Je ne peux rien soulever de lourd sans que mon épaule ne menace de lâcher. Ces limitations me semblent des marques permanentes de ce qui s'est passé, des preuves physiques que je ne peux ignorer ou rationaliser. Chaque fois que j'essaie d'attraper quelque chose et que je sens cette traction vive du tissu cicatriciel, je suis de retour sur ce passage rocheux, sentant mon épaule se déboîter alors que je heurte le sol. Je ne parle plus de la rencontre aux gens, sauf s'ils le demandent spécifiquement. Et la plupart des gens ne demandent pas. Ils voient l'écharpe que j'ai portée pendant des mois. Ils entendent que j'ai eu un incident avec la faune en patrouille. Et ils comblent les vides avec leurs propres suppositions sur les ours, ou peut-être un élan agressif. Je les laisse faire. C'est plus facile que d'essayer d'expliquer ce qui s'est réellement passé. Plus facile que de regarder leur visage changer quand je leur dis que c'était autre chose. Quelque chose qui ne correspond pas à leur compréhension des animaux qui existent dans les forêts américaines. Les quelques fois où j'ai essayé de partager toute l'histoire avec des gens qui n'étaient pas déjà intéressés par la cryptozoologie, j'ai vu le scepticisme, les hochements de tête polis qui signifient en réalité qu'ils pensent que je mens ou que je suis délirant. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Je garde la vérité pour les forums en ligne, pour les gens qui ont eu leur propre rencontre et n'ont pas besoin d'être convaincus que quelque chose d'inconnu vit dans ces montagnes. Robert m'appelle encore, de temps en temps, me demandant si j'ai eu d'autres rencontres, si j'ai entendu de nouveaux rapports de la région de Daniel Boone, si je serais prêt à être interviewé pour un documentaire que quelqu'un réalise sur le Sasquatch dans les Appalaches. Je refuse généralement, mais parfois je dis oui, et je me retrouve à parler à des cinéastes, des podcasteurs ou des chercheurs qui veulent ajouter mon témoignage à leur collection de récits de témoins. Ces interviews me semblent toujours étranges, assis devant une caméra ou un microphone
et racontant l'expérience la plus terrifiante de ma vie à des gens que je n'ai jamais rencontrés, qui pourraient utiliser mes mots pour divertir un public qui ne croit pas vraiment ce que je dis. Mais je l'ai fait quand même, parce qu'à chaque fois que quelqu'un entend mon histoire et commence à remettre en question ce qu'il pense savoir sur le monde naturel, c'est une personne de plus qui pourrait être un peu plus prudente lorsqu'elle s'aventure dans la nature, une personne de plus qui pourrait survivre à sa propre rencontre parce qu'elle a pris les avertissements au sérieux. Le Forest Service a organisé une fête de départ à la retraite pour Marcy le mois dernier et je suis retourné à Stanton pour l'occasion, la première fois que je revenais dans la région depuis plus d'1 an. Le centre d'accueil était exactement le même, les mêmes panneaux d'affichage avec les mêmes cartes de sentiers, le même parking où je me garais tous les matins pour le travail. Je suis resté environ 1 heure à faire des conversations gênantes avec d'anciens collègues qui ne savaient pas quoi me dire. Puis je suis parti avant que quelqu'un ne puisse me demander si le travail de terrain me manquait, si je pensais un jour revenir aux patrouilles. En partant, je suis passé devant la bifurcation pour Chimney Top Road et mes mains se sont mises à trembler sur le volant. Ma respiration devenant courte et rapide, et j'ai dû m'arrêter à une station-service à 8 km sur l'autoroute pour me calmer. Il m'a fallu 20 minutes d'exercice de respiration avant de me sentir assez stable pour conduire à nouveau, et même alors, j'ai pris le long chemin pour rentrer à Lexington, évitant toutes les routes qui passaient trop près de la lisière de la forêt. Je me demande parfois s'il est toujours là, si la chose qui m'a attaqué se déplace toujours dans ces forêts, harcelant toujours les randonneurs et les rangers qui s'aventurent trop loin des sentiers balisés. Je me demande s'il pense à moi comme je pense à lui, si cette rencontre a signifié quelque chose pour lui, ou si j'étais juste un humain de plus parmi les milliers qu'il a observés au cours de sa vie. Je me demande s'il a été vu par d'autres depuis ce jour, s'il y a de nouveaux rapports qui sont classés et rejetés, de nouveaux témoins à qui l'on dit qu'ils ont mal identifié un ours ou imaginé des choses sous le coup du stress. Je me demande si quelqu'un d'autre a été attaqué, si j'étais le dernier ou juste le plus récent d'une longue série de rencontres qui ne sont jamais reconnues publiquement. Ces questions me tiennent éveillé certaines nuits, tournant en boucle dans mon esprit sans résolution, parce qu'il n'y a aucun moyen d'obtenir des réponses sans retourner dans ces forêts, et c'est quelque chose que je sais que je ne ferai jamais. Ma thérapeute m'a suggéré de tout écrire, disant que documenter l'expérience pourrait m'aider à traiter le traumatisme et à aller de l'avant. J'ai essayé plusieurs fois, assis à mon ordinateur et tapant la séquence des événements, mais je restais toujours bloqué au moment de l'attaque, incapable de trouver des mots qui capturaient ce que c'était que d'être soulevé du sol par quelque chose d'aussi fort, d'aussi délibéré. La version écrite semblait toujours incomplète, édulcorée, manquant de la terreur viscérale qui me réveille encore certaines nuits en sueur froide, le cœur battant et l'épaule lancinante. Alors j'ai arrêté d'essayer de l'écrire comme thérapie et j'ai plutôt commencé à enregistrer des mémos vocaux sur mon téléphone, des flux de conscience bruts et non édités où je décris ce dont je me souviens sans essayer de le rendre cohérent ou publiable. Ces enregistrements sont juste pour moi, sauvegardés dans un dossier protégé par mot de passe sur mon ordinateur, une assurance contre le jour où ma mémoire commencera à s'effacer et où j'aurai besoin de me rappeler pourquoi j'ai fait les choix que j'ai faits, pourquoi j'ai abandonné une carrière que j'aimais, pour m'asseoir dans un bureau et répondre au téléphone. Les « et si » sont la pire partie, la spirale constante de remise en question que ma thérapeute appelle la rumination. Et si j'avais pris un autre sentier ce premier jour? Et si je m'étais déclaré malade le matin de l'attaque? Et si j'avais couru plus vite, ou me suis battu plus fort, ou n'avais pas laissé tomber mon arme quand j'ai été frappé? Et si je n'avais jamais été muté au district de Stanton en premier lieu? Si je n'avais jamais travaillé dans la Daniel Boone National Forest? Si je n'avais jamais appris
que ces choses existaient. Serais-je plus heureux dans mon ignorance, faisant toujours de la randonnée les week-ends, planifiant toujours des excursions en pleine nature, croyant toujours que la nature sauvage était un endroit que je comprenais et où je pouvais naviguer en toute sécurité? Où aurais-je eu ma rencontre ailleurs, dans une autre forêt, avec une autre créature qui m'aurait appris la même leçon sur la place de l'humanité dans l'ordre naturel? Je ne sais pas, et je ne le saurai jamais, et cette incertitude fait partie du fardeau que je porte maintenant. Il existe des groupes de soutien en ligne pour les personnes qui ont eu des rencontres paranormales, des forums où les témoins partagent leurs expériences et essaient de s'entraider pour faire face aux séquelles psychologiques. Je traîne dans certains de ces espaces, lisant les messages de personnes qui ont vu des choses qu'elles ne peuvent pas expliquer, à qui on a dit qu'elles étaient folles, menteuses ou en quête d'attention lorsqu'elles ont essayé de partager leurs histoires. Certaines inventent clairement des choses, élaborant des récits complexes pour des points sur Internet, mais d'autres, on peut dire qu'elles sont authentiques. On le voit dans leur façon d'écrire, les détails spécifiques qui semblent trop réels pour être de la fiction, le traumatisme persistant qui transparaît dans leurs mots. Ce sont les messages auxquels je réponds parfois, offrant mon soutien, partageant des parties de ma propre expérience, essayant de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls, que ce qu'ils ont vu était réel, même si personne d'autre ne les croit. C'est ce qui se rapproche le plus d'une communauté pour moi maintenant. Ces interactions anonymes avec des étrangers qui ont franchi la même ligne que moi, qui savent ce que c'est que de vivre avec un savoir qui vous isole de tous ceux qui n'ont pas vécu ce que nous avons vécu. Les cicatrices physiques se sont estompées, les bleus sur mes côtes et mon dos ont jauni et disparu depuis longtemps. Mais mon épaule porte encore les preuves, si vous savez quoi chercher. L'articulation est légèrement différente d'avant, le cartilage endommagé, créant une asymétrie subtile, visible, lorsque je suis torse nu. Mon amplitude de mouvement est limitée de manière spécifique, des restrictions qu'un médecin pourrait mesurer et documenter, mais que la plupart des gens ne remarqueraient pas dans une interaction normale. Ce sont les cicatrices invisibles qui causent le plus de problèmes, la façon dont je sursaute à certains bruits, la façon dont je ne supporte pas d'être dans des zones boisées après la tombée de la nuit, la façon dont je me positionne dans les pièces pour toujours voir les sorties. Ces comportements semblent probablement paranoïaques aux gens qui ne connaissent pas mon histoire, qui n'ont pas entendu toute l'histoire de ce qui m'est arrivé. Mais ils ont du sens pour moi. Ils me semblent nécessaires. Et ma thérapeute a cessé d'essayer de les contester en tant que mécanisme d'adaptation inadapté. Elle comprend maintenant que certains traumatismes ne se résolvent pas, ne guérissent pas proprement, ne vous permettent pas de redevenir la personne que vous étiez avant. J'ai vu un documentaire l'année dernière sur des personnes ayant survécu à des attaques de prédateurs, des interviews de personnes qui avaient été mutilées par des ours ou traquées par des pumas et qui avaient survécu pour en parler. Le fil conducteur de toutes leurs histoires était un changement fondamental dans leur relation avec la nature sauvage, une perte d'innocence quant à leur place dans la hiérarchie naturelle. Une femme qui avait été attaquée par un grizzly en Alaska a dit qu'elle ne pourrait plus jamais regarder les forêts de la même manière, que partout où elle allait maintenant, elle calculait les voies d'évacuation et les vecteurs de menaces, incapable de simplement profiter de la beauté des lieux sauvages. J'ai compris exactement ce qu'elle voulait dire. J'ai ressenti cette reconnaissance au plus profond de mes os, et pour la première fois depuis ma rencontre, j'ai ressenti quelque chose comme une solidarité avec d'autres survivants. Nous formons un petit club, ceux d'entre nous qui ont franchi cette ligne, et nous nous reconnaissons même si nous parlons rarement ouvertement de ce qui nous lie. Ce qui me dérange le plus, c'est de savoir qu'il est toujours là-bas,
que quoi que ce soit qui m'ait attaqué sur Chimney Top Road continue d'exister dans ces forêts, continue de rencontrer des randonneurs, des chasseurs et des rangers qui n'ont aucune idée de ce avec quoi ils partagent les bois. Je pense parfois à appeler le Forest Service, à exiger qu'ils mettent des panneaux d'avertissement, ou ferment certains sentiers, ou au moins reconnaissent les rapports qui arrivent chaque année. Mais je sais comment ça se passerait, comment ils traiteraient mes préoccupations comme la preuve de problèmes de santé mentale persistants, comment ils suggéreraient probablement que je prenne plus de congés ou que j'envisage une retraite anticipée. Alors je reste silencieux, je garde mes inquiétudes pour moi, et j'espère que personne d'autre n'aura à apprendre ce que j'ai appris, à survivre à ce que j'ai survécu. Mais je sais que c'est probablement naïf, que quelque part dans la Daniel Boone National Forest, probablement en ce moment même, quelqu'un vit sa propre rencontre, voit quelque chose qui changera sa compréhension de la réalité, devenant une autre personne qui connaît la vérité et ne pourra jamais l'ignorer. La dernière fois que j'ai parlé à Robert du blog sur les cryptides, il m'a demandé si j'envisagerais un jour d'y retourner, peut-être avec une équipe de recherche, pour essayer de documenter ce qui m'a attaqué avec un équipement approprié et une méthodologie scientifique. Je lui ai dit absolument pas. Je lui ai dit qu'aucune somme d'argent ou crédibilité scientifique ne me convaincrait de retourner dans ces forêts. Il a dit qu'il comprenait, mais je pouvais entendre la déception dans sa voix. Je pouvais dire qu'il espérait que je serais différent, plus courageux, prêt à poursuivre la preuve au risque d'une autre rencontre. Mais je ne suis pas un chercheur, ni un cryptozoologiste, ni quelqu'un poussé par la curiosité à chercher l'inconnu. Je suis juste quelqu'un qui a survécu à quelque chose de terrible et qui ne désire rien de plus que de ne plus jamais rien vivre de tel. Ce n'est pas de la lâcheté, bien que je sois sûr que certaines personnes le verraient ainsi. C'est de l'autoconservation, c'est apprendre de l'expérience, c'est respecter le fait qu'on m'a donné une seconde chance quand cette chose m'a laissé partir et que je ne vais pas la gâcher en me remettant délibérément en danger. Parfois, je rêve du moment où il a laissé tomber mon arme dans le ruisseau. Et dans le rêve, je comprends ce que ce geste signifiait, quel message il envoyait. Il aurait pu garder l'arme, aurait pu l'examiner de plus près, aurait pu comprendre à quoi elle servait et comment elle fonctionnait. Au lieu de cela, il l'a rejetée, l'a laissée tomber comme si elle ne valait rien, comme si rien de ce que je portais ne pouvait réellement le menacer. Ce mépris désinvolte me hante plus que la violence, plus que la douleur, car il a révélé la vérité sur nos positions respectives dans cette rencontre. Je n'ai jamais été en contrôle, je n'ai jamais eu de réel pouvoir pour me défendre. Je n'ai jamais représenté une menace réelle pour quelque chose d'aussi puissant. L'arme était un objet de réconfort, une béquille psychologique qui me faisait me sentir plus en sécurité sans réellement fournir une protection significative. Et il le savait, l'a démontré, m'a appris une leçon que je n'oublierai jamais sur les limites de la technologie humaine face à quelque chose qui existe en dehors de notre compréhension du monde naturel. Je garde le Glock dans un coffre-fort maintenant, nettoyé et entretenu, mais jamais porté. Les dégâts causés par l'eau ont été réparés, l'arme est entièrement fonctionnelle, mais je ne peux pas me résoudre à la toucher sans me souvenir de son inutilité, de la facilité avec laquelle elle m'a été prise et rejetée. Ma thérapeute a suggéré que je pourrais vouloir la vendre, retirer le déclencheur de mon appartement. Mais je ne peux pas faire ça non plus. C'est une preuve, la preuve que j'ai essayé de me défendre. Un lien tangible avec une expérience qui semble parfois si surréaliste que je me demande si je l'ai imaginée. Alors il reste dans le coffre-fort, chargé mais verrouillé, un monument à l'échec et à la survie existant dans le même cadre métallique. Les cauchemars sont moins fréquents maintenant, mais ils n'ont jamais complètement cessé, et j'ai appris à reconnaître les signes avant-coureurs de leur arrivée. Certaines odeurs les déclenchent,
la décomposition organique ou la fourrure d'animal mouillé, tout ce qui rappelle ce musc épais de la forêt. Certains sons me mettent sur les nerfs, des vocalisations profondes ou des bruits de pas lourds, tout ce qui pourrait indiquer quelque chose de grand se déplaçant à proximité. J'ai développé des routines pour gérer ces déclencheurs, des moyens de m'ancrer quand je sens la panique commencer à monter, mais certains jours sont plus difficiles que d'autres. Certains jours, je me réveille en ayant l'impression d'être encore dans ces forêts, d'être encore traqué, de courir encore sur cette route de gravier avec des rochers volants près de ma tête. Ces jours-là, je me déclare malade. Je reste à la maison avec les rideaux tirés. J'attends que la sensation passe. Mon superviseur ne pose plus de questions, ne me pousse plus à expliquer pourquoi j'ai besoin de ces journées de santé mentale occasionnelles. Je pense qu'il sait, ou du moins qu'il soupçonne, que ce qui m'est arrivé était pire que ce que les rapports officiels indiquaient. Je ne saurai jamais pourquoi il m'a laissé vivre, pourquoi il a choisi de blesser plutôt que de tuer alors qu'il en avait clairement la capacité. Peut-être que j'ai juste eu de la chance, que je l'ai surpris un jour où il n'avait pas faim ou n'était pas particulièrement agressif. Peut-être que m'attaquer était une démonstration territoriale plutôt qu'un comportement prédateur, un message de rester hors de son espace plutôt qu'une tentative d'éliminer une menace. Peut-être qu'il était curieux, qu'il voulait examiner un humain de près avant de décider que je n'en valais pas la peine. Ces théories tournent constamment dans mon esprit, chacune aussi plausible et aussi improuvable que la suivante. Et je sais que je passerai le reste de ma vie à m'interroger sur la motivation, l'intention et la signification d'une rencontre qui ne signifiait probablement pas grand-chose pour la chose qui m'a attaqué. J'étais juste un autre humain errant sur son territoire, remarquable seulement parce que je me suis approché assez près pour nécessiter une intervention directe. Pour moi, ce fut le moment décisif de ma vie, l'événement qui a divisé mon existence en un avant et un après. Pour lui, j'étais probablement déjà oublié au moment où il a disparu dans la forêt. La vérité, c'est que j'ai toujours peur, 4 ans plus tard, que je sursaute toujours au moindre bruit, que j'évite les lisières de forêt et que j'organise ma vie de manière à ne jamais avoir à entrer seul dans des zones sauvages. La vérité, c'est que je me réveille certains matins et que ma première pensée est pour ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce à quoi j'ai survécu. La vérité, c'est que je ne me sentirai probablement plus jamais en sécurité dans les forêts, que je ne retrouverai jamais ce sentiment de paix et de confiance que j'avais autrefois au milieu de la nature. La vérité, c'est que quelque chose s'est brisé en moi sur Chimney Top Road, et je ne pense pas que ça guérira jamais complètement. Je ne pense pas que je serai un jour la personne que j'étais avant ce jour de novembre, où j'ai appris que le monde naturel contient des choses que nous ne comprenons pas et ne pouvons pas contrôler. Et la vérité la plus dure de toutes, c'est que personne ne me croit, sauf les gens qui ont eu leur propre rencontre, qui ont vu leurs propres choses impossibles et portent leurs propres cicatrices invisibles. Tous les autres pensent que j'ai mal identifié un ours, que j'ai halluciné à cause du stress, que j'ai inventé une histoire pour attirer l'attention. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que c'est mieux que la plupart des gens n'aient jamais à savoir ce qui se cache vraiment là-bas, n'aient jamais à vivre avec le savoir qui me tient éveillé la nuit, me fait vérifier mes serrures 2 fois et m'empêche de profiter du simple plaisir d'une promenade dans les bois. Je vous raconte ça maintenant parce que quelqu'un doit savoir, doit comprendre que les avertissements ne sont pas que des histoires de feux de camp ou des inventions pour attirer l'attention. Quelque chose existe dans la Daniel Boone National Forest. Quelque chose de grand, de puissant et d'assez intelligent pour être dangereux. Et faire semblant que ça n'existe pas ne rendra personne plus en sécurité. Est-ce que quelqu'un écoutera ? Probablement pas.
Est-ce que quelqu'un prendra des précautions sur la base de mon témoignage? J'en doute. Est-ce que ce récit changera quoi que ce soit à la façon dont le Forest Service opère ou à la façon dont le public aborde les loisirs en pleine nature? Presque certainement pas. Mais je le raconte quand même. Je mets la vérité par écrit une fois de plus, parce que le silence ressemble à de la complicité, et je ne peux pas vivre avec l'idée que quelqu'un pourrait être blessé, ou pire, parce que je n'ai pas parlé de ce que je sais être réel. Alors voilà, le récit complet et sans phare de ce qui m'est arrivé, raconté, alors que mon épaule me fait encore mal, et que mes mains tremblent encore quand je pense trop fort au fait d'avoir été soulevé du sol et tenu devant quelque chose qui aurait pu me broyer le crâne comme une coquille d'œuf, mais qui a choisi de me laisser partir. Pensez en ce que vous voudrez. Croyez-le ou rejetez-le, mais sachez que je suis toujours là, à gérer les conséquences chaque jour, tandis que ce qui m'a attaqué est toujours là-bas, dans ces forêts, faisant ce qu'il fait quand les humains ne sont pas là pour en être témoins.